Bien, nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce troisième webinaire Dans la tête d'un enquêteur. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Benjamin Pondé, je suis senior manager en charge de l'offre investigation forensique chez Grant Thornton. Auparavant, j'étais pendant 17 ans enquêteur de police judiciaire. J'avais aussi une autre casquette en plus des enquêtes. J'étais investigateur en cybercriminalité. Donc, ce qui veut dire que j'ai fait partie des premières vagues d'enquêteurs qui ont été formés aux techniques de digital forensic qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, je vous propose de diviser ce webinaire en 5 parties. On va commencer par un rappel des épisodes précédents, puisque vous le savez, c'est une série de 4 webinaires dans lesquels nous avançons dans une enquête. Ensuite, on va traiter de l'apport du digital forensic dans les investigations, puis des principes généraux du digital forensic, pour enfin arriver à la démonstration sur notre projet Purple. Et pour finir, je vous proposerai de faire une petite session de questions-réponses. Donc, premier rappel des épisodes précédents. Donc, le premier webinaire était consacré à l'analyse des données structurées via les techniques de digital analytics. Et le deuxième webinaire, nous avons traité des stratégies d'enquête, des règles à respecter. Donc tout d'abord, notre client dans le projet Purple, groupe industriel, a reçu une alerte éthique via son dispositif d'alerte de la part d'un fournisseur qui lui expliquait avoir reçu une demande d'avantage personnel d'un collaborateur de groupe industriel en échange de marché de la filiale. Donc à partir des données comptables et du data analytics, on a pu identifier qu'on avait 2 fournisseurs qui avaient un chiffre d'affaires qui montait assez fortement, alors que 3 autres avaient un chiffre d'affaires qui était descendant. On a remarqué aussi qu'on avait du sponsoring hors compte dédié, en l'espèce le club nautique des marins brestois. Donc suite à l'élaboration de la stratégie d'enquête, on a décidé de procéder à l'analyse de l'ordinateur et du téléphone professionnel de Baptiste Flamand, qui est responsable des achats de groupes industriels. Et on va essayer d'examiner ces relations avec les 2 fournisseurs précédemment identifiés, donc IT Partners et Coué SARL. On garde en tête aussi un possible lien avec le club nautique des marins brestois. C'est quelque chose qu'on fait souvent en investigation, puisqu'on est amené à analyser énormément de données, on a énormément de pistes qui s'offrent à nous, et donc il faut toujours pouvoir les garder en tête des fois qu'une autre analyse puisse nous donner un éclairage différent. Donc traitons de l'apport du digital forensic dans une enquête. Donc qu'est-ce que c'est que le digital forensic? Alors ça a plusieurs noms. Vous pouvez appeler ça informatique légale, investigation numérique légale, informatique judiciaire ou tout simplement forensique. Même si le forensics tout court, ça s'apparente beaucoup plus au cousin de la discipline qui est la médecine légale. Donc la définition, c'est un ensemble de méthodes qui permettent de collecter des preuves issues de supports numériques en vue de les produire en justice. Donc les supports numériques en digital forensic sont très variés. Alors je vous en ai mis une liste ici qui n'est pas exhaustive. Donc, on va avoir les ordinateurs fixes, les laptops, les serveurs, mais aussi le cloud, les mails, les clés USB. Alors, ce qu'il y a à droite de la clé USB pour les plus jeunes d'entre nous, c'est une disquette. Elle est surtout là pour symboliser les disques durs. On a aussi les processeurs des ordinateurs, on a les box ADSL, les consoles de jeux, les caméras les caméras de surveillance connectées sur Internet, les appareils photo, les télévisions. Alors, ce que j'ai mis à droite de la télévision, je vais vous expliquer une petite anecdote comment va se passer en formation forensics. Il y avait un cas, alors c'était les gendarmes qui avaient ça, qui était saisi pour essayer de découvrir, d'enquêter sur un serveur d'images pédopornographiques. Et donc, au regard de l'adresse IP du serveur, ils ont réussi à déterminer l'adresse du serveur. Ils y sont allés sur place, ils ont procédé à l'interpellation, ils ont fait la perquisition, la saisie de tous les supports numériques, et ils sont rentrés au service avec l'ensemble de ces supports.
Et les premières analyses ne donnaient rien, c'était assez bizarre. Et par vérification, ils sont quand même allés voir si le serveur était toujours en ligne, alors que normalement, ils avaient quand même pris tous les supports. Et ils sont aperçus assez bizarrement que le serveur était toujours en ligne. Ils sont retournés au domicile et ils ont constaté, ils ont réussi à localiser le serveur. En fait, il était dans un frigo connecté. Le frigo s'était fait pirater, tout simplement, parce que sur tous les objets connectés comme ça, généralement le mot de passe c'est 4x0 ou 1, 2, 3, 4, et l'utilisateur ne pense jamais à changer le mot de passe, donc il s'était fait pirater, et les pirates y avaient installé un serveur d'images pédopornographiques à l'intérieur. Donc ce petit symbole du frigo, c'est pour illustrer tous les objets domestiques qu'on peut avoir connectés maintenant de nos jours. Sur la dernière ligne, dans une autre couleur, puisqu'ils sont analysés différemment, on va retrouver les smartphones, donc les téléphones. Alors, j'ai pas trouvé d'icône de téléphone à clapet ou de Nokia 3310, mais on est sur des téléphones des premières générations de téléphones. On a aussi les véhicules, qui soient connectés ou pas, puisque une voiture, par exemple, a un ordinateur de bord, et elle a des fichiers log, donc des fichiers système, qu'elle alimente très régulièrement en fonction de l'activité de l'utilisateur. Par exemple, quand vous ouvrez et que vous fermez la portière de votre voiture, ça s'inscrit dans l'ordinateur de bord et c'est des informations qu'on peut retrouver. On va avoir aussi tout ce qui est iWatch, toutes les montres connectées et les drones. Donc l'apport du Digital Forensics. Le but de ces logiciels, c'est de faciliter l'analyse des données non structurées. Alors, à la différence des données structurées qu'on a vues dans le premier webinaire sur le Data Analytics, une donnée non structurée, c'est une donnée qui nécessite une intervention humaine pour être exploitée, pour être comprise et pour être exploitée. On va voir tout à l'heure des exemples de données non structurées. Donc, le Digital Forensics va nous amener un accès aux données qui sont au plus proche du suspect. Alors, pour ce webinaire-là, il faut bien distinguer, quand je vais parler de données personnelles, c'est absolument différent de tout ce qui est données personnelles qu'on a vu dans le second webinaire, qui sont des dossiers, des mails qui sont tagués personnels et qui sont protégés par la loi. Là, moi, quand je parle de données personnelles, je parle de données proches du suspect, en fait, qui ont un rapport assez proche avec lui, mais c'est tout. Donc, il est bien entendu totalement exclu d'analyser des dossiers, des mails où on a mis la mention personnelle au début. Et donc, le Digital Forensics, c'est aussi une porte d'entrée qui peut nous servir à dresser le profil psychologique de l'utilisateur. Alors, c'est quelque chose dont tout le monde ne se sert pas forcément. Nous, on l'utilise pas mal. Et on le verra dans le prochain webinaire, une partie de ce profil psychologique est réutilisée en entretien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au travers du support numérique qu'on va pouvoir analyser, on va pouvoir comprendre des choses sur son utilisateur. Alors là, je vous ai mis quelques petits exemples assez faciles pour illustrer mon propos. Donc là, j'ai mis quatre bureaux Windows. On voit tout de suite que c'est 4 personnes totalement différentes. Donc, la personne en haut à gauche, on voit qu'on pourrait considérer qu'elle est assez fouillie, assez désordonnée. Alors, moi, je n'aime pas trop ces termes. Je pense que c'est là, ce qu'on a, c'est plutôt le bureau d'une personne qui a son propre mode de pensée et qui va fonctionner selon ses propres règles là-dessus. Donc, quand on tombe sur des bureaux comme ça, c'est assez, on va le voir plus tard, c'est pas très embêtant, mais il faut quand même le garder en tête. On sait qu'on va avoir des données partout, en fait, puisqu'elles sont rangées, pour l'utilisateur, elles sont rangées, il sait retrouver ces données, sauf qu'il n'obéit pas au schéma classique de rangement. Donc, il va falloir vraiment chercher dans l'ordinateur, dans le téléphone, dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude. En haut à droite, donc on a une personne qui utilise très modérément son bureau, qui a l'air... donc là, on sait que les données vont être situées sur d'autres endroits du disque dur que le bureau, comme par exemple la partition des 2 points, qui est assez classiquement une partition où on range ses données pour tout le monde. Un intérêt qu'on va avoir, ça va être de regarder aussi ce qu'il y a sur le fond d'écran, parce que le fond d'écran, ça peut nous donner des indications sur ses passions, sur ses centres d'intérêt. En bas à gauche, donc typiquement on a une personne qui va se servir du bureau pour ranger ses données, mais qui est très organisée. Donc quand on analyse un ordinateur de ce type-là,
la première chose qu'on va faire, plutôt que de chercher sur l'ensemble des données comme on ferait sur le tout premier exemple, ça serait d'aller voir directement dans les dossiers. C'est tout bête, mais ça peut nous faire gagner énormément de temps sur l'exploitation. Le quatrième bureau Windows, alors généralement c'est un bureau qu'on n'aime pas du tout voir quand on fait du digital forensics. Soit ça veut dire que la personne ne se sert pas de son ordinateur, ou très très peu, et donc on a assez peu de chances de trouver, en fonction des données qu'on va chercher, on a assez peu de chances de trouver des données qui puissent intéresser l'enquête en cours. Soit c'est un ordinateur neuf, et donc là on sait qu'il n'y a rien à chercher. Soit, et pour le coup, ça sera beaucoup plus facile, soit c'est une personne qui a procédé au formatage de son ordinateur et qui a réinstallé son Windows dessus. Alors, on va le voir plus tard, mais effectivement, le formatage, ça ne nous arrête absolument pas et c'est absolument pas un obstacle à surmonter en digital forensics. Donc, des exemples de données non structurées. Donc, on va voir les mails. Alors bon, tout le monde sait ce que c'est les mails, tout le monde sait l'intérêt qu'on peut avoir en investigation pour les mails. Alors, on a deux techniques pour analyser les mails. Soit on va utiliser des outils, on va dire un peu classiques de digital forensic que je vais vous présenter par la suite, soit quand on a un énorme volume ou un nombre très important d'utilisateurs, on peut utiliser des plateformes forensiques sur des logiciels dédiés qui vont être capables, qui vont être dotés d'intelligence artificielle de première ou deuxième génération, et ce qui va permettre au logiciel de comprendre ce qu'il y a dans les mails pour pouvoir les classer en fonction des sujets qui sont traités dans les mails. Alors, assez simplement, en fait, hein, le logiciel identifie chaque mot dans les corps de texte, et en fonction de la place du mot dans le corps du texte, il est capable de savoir si le mot a plus ou moins d'importance en tant que sujet. On a aussi tout ce qui est documents, donc on va avoir les Word, les Excel, les notes. Donc, classiquement, en digital forensic, on va assez peu s'intéresser aux versions définitives des documents, aux versions officielles des documents. Nous, ce qu'on va rechercher, ce sont les brouillons. Donc, les notes, pour ça, ça va être très bien. On va aller regarder aussi ce qu'il peut y avoir dans les commentaires. En fonction des investigations qu'on va mener, ça peut avoir plus ou moins d'intérêt. Ensuite, on va voir toute la partie chat, donc des logiciels de type Skype, Teams. Et ça, c'est aussi des logiciels qu'on va aller vérifier très régulièrement, puisque, alors assez bizarrement, si l'utilisateur lambda fait toujours très attention dans ses mails, il a toujours tendance à se sentir beaucoup plus libre de s'exprimer au travers de Skype et Teams. Donc on peut avoir des informations qu'on n'aura pas dans les mails sur une personne qui serait assez prudente, en fait. Ensuite, sur les téléphones, on va bien sûr regarder on a aussi donc les SMS et toutes les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, Signal, Telegram, Snapchat, Viber. Enfin, il y en a des centaines dont je vous les passe, mais ça, c'est toujours très intéressant puisque, bon, si on prend l'exemple de WhatsApp, par exemple, tout le monde sait que WhatsApp, c'est crypté de bout en bout. La conversation est cryptée, et c'est pas possible de l'intercepter. Et donc les gens se sentent très libres de parler avec des messageries comme ça. Le problème, c'est que le problème pour eux surtout, c'est que sur des applications cryptées de bout en bout, les deux faiblesses qu'on peut avoir dans les applications, c'est d'avoir un des deux bouts de la conversation. Et on le verra par la suite, c'est des choses qu'on est capable de remonter aussi. Ensuite, on a toujours sur les téléphones, on a plein d'applications qui sont diverses, comme Waze, Facebook, LinkedIn, Transport. Alors effectivement, Waze, c'est intéressant, on le verra pour les points GPS, mais on va aussi voir que même s'il n'y a pas Waze sur un téléphone, c'est une véritable machine à enregistrer des coordonnées GPS, donc c'est aussi intéressant. Donc on a Facebook, LinkedIn, c'est pareil pour tout le réseau social de l'utilisateur qu'on va analyser. Ça peut nous amener aussi beaucoup d'informations. Les images, les vidéos, j'ai envie de dire que c'est toujours un point de passage obligé quand on analyse un support, même si on a une personne qui l'utilise pas trop. Donc, quand je dis images, vidéos, tout le monde s'attend à des images de type, comme on en prend toutes, des photographies, des vidéos qu'on capture, etc. Mais c'est bien plus large que ça. Ça va regrouper aussi l'ensemble des images, des fichiers images des supports. Donc, quand on est assez pressé, c'est un raccourci très, très facile à utiliser, par exemple pour remonter un historique de navigation Internet.
quand vous affichez une page Internet, ça va vous créer des fichiers images sur votre disque dur. Et en fait, on va très vite, en les en défiler, on va très vite avoir une idée de la teneur de l'historique Internet, par exemple. Et donc, l'historique Internet, bien sûr, après qu'on va analyser, on va regarder ce qu'il y a en favori, on va regarder les recherches effectuées aussi, par exemple. Puisque l'ordinateur enregistre vos recherches. Quand vous tapez directement dans la barre d'adresse un terme à rechercher via Google, par exemple, ça alimente un fichier. Et donc, c'est un fichier qu'on est capable d'ouvrir, de décoder et de consulter. Et on a aussi, en données non structurées, tous les fichiers log, donc, qui sont des informations techniques enregistrées sur l'ordinateur. Et là, c'est énorme en termes de fichiers. Par exemple, quand vous copiez des fichiers sur une clé USB de votre ordinateur sur une clé USB, ou dans l'autre sens, une clé USB sur l'ordinateur, même si je n'ai pas la clé USB, j'ai le nom de l'ensemble des fichiers qui ont été copiés, avec les dates et les heures. Donc, sur des affaires de fuite d'informations, de vol de données, ce sont des fichiers qu'on va particulièrement analyser pour essayer de voir l'activité auquel a servi l'ordinateur. Donc, les principes généraux du forensique. Tout d'abord, on a la copie légale. Alors, la copie légale, qu'est-ce que c'est? C'est une copie parfaite et certifiée conforme d'un support numérique. Donc je m'explique. À gauche, vous avez une clé USB qui est donc le support original. On va vouloir en faire une copie parfaite. Pour cela, on va la connecter à un appareil physique qu'on appelle un bloqueur en écriture. Donc c'est un petit appareil qui empêche la modification du support. Il faut savoir que quand vous branchez une clé USB, un disque dur à un ordinateur, ah oui, j'ai oublié de vous préciser que la copie légale, ce n'est valable que pour la famille des ordinateurs, pas pour la famille des téléphones. Donc, quand vous branchez un disque dur sur un ordinateur, tout de suite, il est modifié. Il est modifié puisqu'il y a un dialogue qui s'installe entre Windows et le support, et ce dialogue crée des modifications sur le support. Donc, nous, ça, c'est quelque chose en digital forensic qu'on ne veut pas. On veut un support original qui reste intact. Donc, on le branche derrière un bloqueur en écriture qui nous permet de regarder le fichier sans jamais le modifier à notre station d'analyse. Puis ensuite, on va en créer la copie parfaite. Donc là, je vous ai mis comme icône des 1 et des 0. Donc tout le monde sait que l'ordinateur, c'est ni plus ni moins qu'une succession de 1 et de 0. Et c'est exactement ce à quoi va s'appliquer de reproduire le logiciel. C'est-à-dire qu'il va recopier l'ensemble des 1 et des 0, dans l'ordre, bien sûr, exact, du début du support jusqu'à la fin du support. Que le support soit utilisé ou pas, si vous avez un support de 1 Tera et que vous avez un fichier de 10 kilooctets seulement dedans, ma copie va faire 1 Tera, puisqu'on veut l'intégralité du support. Le support original, ensuite, il est ou mis sous scellé, ou mis de côté, ou il peut être transmis tout de suite au service de justice, et il reste là, et on va plus en avoir besoin puisqu'on a notre copie. Pour certifier notre copie conforme, on va utiliser un système de comparaison entre la copie parfaite et le support original. Donc, comment on fait? En fait, on va utiliser ce qu'on appelle un hash. Un hash, c'est un algorithme de calcul. C'est une machine à transformer, en fait. D'un côté, vous mettez en input la copie parfaite ou le support original, donc l'ensemble des 0 et des 1. Et en sortie, il va vous donner un chiffre unique qui correspond à cette succession de 1 et de 0. Donc, pour illustrer, je me suis amusé à prendre tout le texte de la Déclaration des droits de l'homme. Donc, j'en ai créé un hash. Vous avez ici le numéro. Donc, c'est des petits hash. Hein. J'ai pris, il y a différentes catégories de hash, mais j'en ai pris un assez simple pour que ça rentre dans l'écran. Et sur le texte intégral, je me suis amusé à enlever juste la première virgule. Et là, on constate que les deux chiffres sont totalement et radicalement différents. Donc, en fait, cette comparaison entre le hash de ma copie et le hash de mon support original, si mon hash est égal, ça certifie conforme ma copie. Donc à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler. Donc comme je vous disais, on ne se sert plus du support original et on va travailler sur la copie. Donc la copie n'est pas modifiable non plus. Elle va être passée au travers du logiciel forensique qui va me reconstituer virtuellement le support original et l'ensemble des fichiers. Un autre principe
un autre avantage général du digital forensic, c'est de récupérer les fichiers qui sont effacés. Alors en fait, une donnée n'est jamais effacée sur un disque. Le seul moyen de l'effacer, c'est de réécrire par-dessus. Donc pour vous expliquer ça simplement, j'ai pris cette illustration suivante. Donc imaginons que notre disque dur, c'est un livre. Votre première page, ça va être la table des matières. La table des matières, elle va contenir l'ensemble des fichiers qui sont présents sur le disque dur, avec les lignes correspondantes à ce fichier, donc qui contiennent les données. Le reste des pages, ça sera des lignes avec des 0 et des 1. Donc ici, par exemple, on a notre contrat.docx qui va être situé sur la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 6. On va avoir une photo de vacances en ligne 3, 9 et 7. Remarquez que j'ai inversé l'ordre, mais ça n'a aucune importance en fait pour l'ordinateur. Je vais avoir un message, donc un mail nommé secret, d'autres fichiers et de l'espace libre. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment de l'espace libre puisque j'ai une succession de 0, donc c'est de l'espace qui n'a jamais été utilisé par l'ordinateur. Je demande à l'ordinateur de supprimer mon message secret. Donc, qu'est-ce que l'ordinateur va faire? Il va simplement supprimer dans la table des matières mon fichier secret. Et donc, l'ordinateur ne sera plus capable de le retrouver maintenant. Et donc, mes lignes 4, 5 et 10 ont été attribuées à de l'espace libre. Les données sont toujours là, mais elles sont considérées comme de l'espace libre. Et plus tard, quand j'aurai besoin d'espace libre pour inscrire quelque chose sur un ordinateur, sur mon disque dur, l'ordinateur peut très bien choisir d'utiliser ces lignes-là ou la ligne 11, en fait. Mon logiciel forensique, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il ne se sert pas de la table des matières dans un premier temps. Il se met à lire toutes les pages, toutes les lignes, une à une. Et là où c'est quand même assez fort, c'est qu'il est capable de reconstituer mes lignes et de savoir que la ligne 1, 2 et 6 sont rattachées les unes aux autres pour constituer un fichier et les remettre dans le bon ordre pour pouvoir reconstituer mon contrat.docx. Il va faire pareil pour mes vacances.jpg et il va aussi pouvoir reconstituer mes lignes 4, 5 et 10 pour reconstituer mon message effacé. Ça ne lui pose pas de souci. Une fois qu'il a fait tout ça, il le compare avec la table des matières et il se rend compte que le message est effacé. Et ça reste juste une information. Les données sont toujours là. On a aussi toute une partie de données qui sont cachées, alors cachées entre guillemets, qui peuvent être utiles à l'enquête. En fait, on va avoir donc tous les fichiers effacés. Les fichiers effacés de type temporaire, par exemple, quand vous ouvrez un document Word, même si vous n'enregistrez pas votre document, Word a besoin d'enregistrer ces données de façon temporaire sur le disque dur, donc il va créer un fichier temporaire. Quand vous fermez votre fichier Word, si vous n'avez pas enregistré, le fichier temporaire est passé dans les données dites libres, et donc effacées. Alors bien sûr, le digital forensic, quand il repasse, quand il fait de l'interprétation de données, il va pouvoir reconstituer mon fichier temporaire. Et donc c'est ainsi qu'on peut retrouver des données qui n'ont jamais été effacées sur un ordinateur, qui n'ont jamais été ni effacées ni enregistrées sur un ordinateur. Nous, on peut les récupérer et s'en servir. On a aussi la partie des données qu'on appelle les métadatas. Donc, les métadatas sont des données qui sont des données techniques, principalement, qui sont accolées à un fichier. On va trouver l'auteur, on va trouver la marque et le modèle d'un téléphone, des coordonnées GPS, une altitude, on va retrouver énormément de choses. Les métadatas sont très très différentes. Et en fonction des dossiers qu'on va vouloir monter, en fait, on va pouvoir aller servir de quelques informations des métadatas. C'est-à-dire que, par exemple, on peut, avec Windows, accéder à certaines de ces métadatas. En faisant clic droit propriété, dans l'onglet détails, vous en avez quelques-unes. Donc là, j'en ai pris une d'un dossier webinar.doc, qu'Abdelhakim, un collaborateur qui m'a aidé à préparer le webinar, m'a fait. Et par exemple, j'ai le temps total d'édition. Donc je sais qu'il a passé 4h17 au total pour produire le document. Par exemple, sur cette photo, on peut tout de suite voir avec quel appareil photo ça a été fait. On a la marque et le modèle de l'appareil photo. On sait qu'il n'y a pas eu de flash, etc. Donc là, c'est peut-être pas forcément très probant, mais on verra plus tard. On peut avoir des métadatas qui sont très intéressantes, comme par exemple quand vous prenez une photo avec un téléphone, dans les métadatas, en fonction de comment il est configuré, mais de base, normalement, il le fait, ils le font tous maintenant, il insère les coordonnées GPS de la prise du cliché photographique. Donc vous avez une photo et vous avez l'endroit exact, date et heure bien sûr,
de la photo. Ça peut être assez utile. Et dans les données cachées, ou plutôt techniques, on va avoir un ensemble de fichiers log. Comme je vous disais, Windows, c'est une machine à écrire. Il alimente des fichiers log tout le temps, du moment qu'il soit allumé jusqu'au moment où il s'éteint. Donc, pareil, on peut avoir des fichiers qui peuvent nous intéresser. Si on parlait de GPS tout à l'heure sur les téléphones, sur les ordinateurs, si vous laissez le Wi-Fi allumé, les téléphones le font aussi, vous avez un fichier log qui est alimenté puisqu'il est tout le temps en train de rechercher des réseaux Wi-Fi. Et quand il les trouve, qu'il s'y connecte ou pas, il note le numéro unique de ce fichier, de ce réseau Wi-Fi, et il l'enregistre dans un fichier. Et après, on est capable, avec ce numéro unique, d'aller localiser le fichier Wi-Fi. Donc tout ça, c'est, enfin, d'aller localiser, pardon, le réseau Wi-Fi. Ça, c'est des données qu'on peut utiliser. Donc, on va pouvoir passer sur le projet Purple. Donc, ici, on a un logiciel de digital forensic donc, qui est spécialisé pour tout ce qui est toute la famille des ordinateurs. Donc, sur la gauche, vous avez mon image certifiée conforme que j'ai rentrée d'un ordinateur hein, qu'on a configuré pour le webinaire, justement. Et tout de suite, ce qu'on voit, c'est partition 1, partition 2, et puis ce fichier système. Alors, ce que là, on ne peut pas voir, je ne peux pas vous montrer, sinon ça devient compliqué et puis trop technique. En fait, on s'était amusé à cacher cette partition 2, c'est-à-dire que la partition, c'est comme un fichier, en fait, sur le disque dur, dans la métaphore du livre que je vous présentais tout à l'heure. On a juste sorti de la table des matières le fait qu'on avait une deuxième partition. Alors, en première lecture, le logiciel n'a pas de souci, il reconnaît, il interprète et il me dit tout de suite qu'il y a une partition 2 et donc je peux aller me balader dedans. Ici, vous avez l'ensemble des fichiers qui sont présents dans cette partition 2. Autre chose qu'on remarque tout de suite, je peux me balader dans mon Windows sans avoir besoin de mot de passe de connexion. Puisqu'on est dans l'interprétation de données, on fait sauter la sécurité du user de Windows. Sur les nombres de fichiers ici, là vous avez les nombres de fichiers entre parenthèses, donc on voit tout de suite que sur le disque dur, on a 57 860 fichiers. Donc c'est très très peu pour un ordinateur. Hein. Un ordinateur en moyenne contient, alors bien sûr selon son utilisation, entre 3 et 8 millions de fichiers. Alors bien sûr, comme c'est un nombre trop important pour être exhaustif dans nos recherches, on va utiliser des filtres. Donc ici, vous en avez un. Par exemple, chaque colonne est un filtre. Donc vous avez le nom, la description, vous avez le type, mais je peux aller aussi sur la droite et on peut avoir beaucoup de filtres là-dessus. On a aussi un filtre sur les métadatas. Normalement, si je clique ici, voilà, vous avez ici, dans la partie de droite, l'ensemble des filtres que je peux ajouter. Et donc, c'est l'ensemble des critères de recherche, en fait, que je peux moduler pour effectuer mes recherches. Donc, bien sûr, ce sont des logiciels qui sont très, très complets là-dessus et qui peuvent nous permettre de faire des recherches très, très précises sur des millions de fichiers sans problème. Autre avantage aussi, je vous présente cette dernière option. Ici, vous avez des options de recherche. En fait, ce sont toutes les options d'interprétation des données. Donc, on va passer sur le physique, des interprétations physiques des 0 et des 1, ou alors des interprétations logiques qui vont me permettre d'extraire la métadata, les historiques Internet, d'extraire tous les fichiers et les emails, etc. Donc ça, ce sont des opérations qui prennent énormément de temps. Donc, bien sûr, ça a déjà été fait pour notre exemple. Autre avantage et puissance de nos logiciels, je vais pouvoir, ici, en cliquant sur la partition 1, avoir une vue récursive. Une vue récursive, qu'est-ce que c'est? Je viens de lui demander de m'afficher l'ensemble des fichiers qui se trouvent dans la partition. C'est-à-dire que là, les 57 826 fichiers que j'ai sont affichés ici, dedans. Alors, quel est l'avantage? Ça me permet de faire mes filtres de manière exhaustive sur l'ensemble des fichiers. Des fois, vous avez des utilisateurs qui, pour cacher un fichier, s'amusent à le cacher au fin fond des fichiers système de Windows. Nous, ça ne nous pose pas de souci puisqu'on travaille sur l'intégralité des fichiers. Donc, le fichier soit caché dans une dizaine de sous-dossiers, ça ne nous pose pas de problème.
on y a accès tout de suite. Donc pour nos recherches, c'est quand même très efficace. Donc, une des premières choses à faire, bon là je vais le faire vite fait, donc je vais sur ma partition 1, je vais dans mon dossier user qui va correspondre à l'ensemble des utilisateurs de cette partie, et donc je vois tout de suite qu'on a 5 users différents. En termes de nombre de fichiers, on en voit un qui dénote fortement des autres, donc ça va être l'utilisateur principal. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je vais aller dans la partie desktop pour aller voir son bureau. Bon, ici, sur cet exemple, on est tombé sur un bureau qui n'a pas du tout été utilisé. Donc, pour vous montrer un petit peu les principes de revue, donc je repasse en revue en vue récursive, qui va me permettre d'afficher l'ensemble des fichiers. Et on va faire un premier filtre assez simple, en fait, qui va me permettre d'afficher, par exemple, ici, les images. Je peux lui demander d'afficher toutes ces choses différentes, en fait, et il va m'afficher les types de fichiers. Alors, l'avantage de travailler en type et pas en image tout de suite, c'est que si on parle d'image, on peut parler d'une JPEG, on peut parler d'un JPG, d'un bitmap, etc. Moi, je vais travailler sur l'ensemble de ces fichiers-là, en fait. Tout ça sont des types de fichiers images. Oui, la liste est quand même assez longue. Et donc là, en faisant Activate, je vais afficher l'ensemble des images de la partition 1. Donc je vais passer ici en vue galerie, et je peux commencer à procéder à ma revue d'image. Donc comme je vous disais, une revue d'image, c'est toujours intéressant, c'est bien de le faire au début. Là, on tombe sur un ordinateur qui est très peu utilisé, bien sûr, puisque les premières images, ah oui, elles sont classées aussi par ordre de grandeur. Hein, donc je prends les images les plus importantes. Donc on voit que l'ordinateur est assez peu utilisé, puisqu'on a tous les fonds d'écran classiques Windows pour l'instant, et puis à peu près rien d'autre. Donc on descend en revue, on en descend quelques-unes. Et là, on va commencer à tomber sur des choses qui peuvent être intéressantes. Vous voyez ici, j'ai une image, Marine de Brest. Donc ça pourrait me relier, dans notre cas, au club nautique brestois. Passer ici, c'est pareil. Et là, je vais tomber sur une facture. Donc, chose intéressante, là, j'ai une facture en tant qu'image, pas en tant que fichier ou PDF. Pas en tant que fichier Word, Doc ou PDF. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qui va m'intéresser. Si je continue, on va en avoir d'autres. Hein. Donc là, on va tomber sur d'autres fichiers. Donc voilà, donc le principe de revue, là c'est de la revue qui n'est pas ciblée, c'est de la revue pour savoir à peu près à qui on a affaire. Donc si on descend, on va trouver d'autres choses en fait. Voilà. Une fois qu'on arrive sur des images de plus petite taille comme ça, on sait qu'on a passé toutes les images qui seraient prises par appareil photo. Et ensuite, si je continue, je vais tomber sur toutes les images qui ont été générées lors des surfs sur Internet. Un autre type de revue qui peut être intéressant à vous montrer. Passons sur les emails. Donc les emails, comment ça s'affiche? Alors ici, on n'a pas une boîte mail complète. Hein. On a juste isolé 2 mails, 3 mails. On va passer en mode prévu. Et là, on va retrouver des mails de Baptiste Flamand. Alors un mail, bien sûr, ça se lit à l'envers, puisqu'on veut commencer par la conversation. Pour comprendre le sens, il faut commencer par la plus vieille conversation. Donc on a reçu un devis aujourd'hui. Attention, ils ont un prix très bas par rapport au tien. Ah, t'as bien fait de me prévenir, on va faire le nécessaire. Dis-moi, t'as préparé le contrat dont on a parlé? Je t'envoie ça dans 2 jours, tout est prêt pour l'événement. Voilà, donc ça, ce sont des mails typiques qu'on peut trouver dans une enquête. Hein. C'est des choses comme ça qu'on va rechercher. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous montrer, parce que là, on était sur des modes de revue où on devait descendre. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'on a expérience, on repère assez vite les messages qui sortent du lot et qui peuvent être intéressants. Une autre façon de chercher, ça serait de rechercher aussi, par exemple, le terme nautique, pour voir si on va trouver quelque chose sur les marins brestois qui pourrait nous intéresser. Donc là, normalement, l'image est assez petite, donc je vais pouvoir lancer la recherche en temps réel. Ça ne va pas nous prendre trop de temps. Donc vous voyez, j'ai voulu lancer la recherche, il me demande sur quoi chercher. Donc moi, je vais faire ma recherche, tant qu'à faire, sur toutes les partitions du disque dur. Et là, c'est parti. Alors,
Très généralement, quand une recherche est bonne, on a tout de suite ici un nombre de hits qui est supérieur à 0. Et donc, on sait qu'on va avoir des choses. En dessous, vous avez les fichiers en simultané dans lesquels les recherches sont faites, en fait. Donc, il fait des recherches dans l'ensemble des fichiers à l'intérieur de tous les fichiers. Donc là, j'ai 915 occurrences, donc c'est-à-dire j'ai 915 résultats pour mon mot-clé nautique. Pardon. Et il ne veut pas... Ah oui, j'avais un filtre. Voilà. Donc là, on a une autre forme de présentation. Ici, je vais avoir mon mot-clé qui a été retrouvé, donc qui est recherché comme une chaîne de caractères, tout simplement. Je vais avoir une prévisualisation de ce qu'il y a avant, une prévisualisation de ce qu'il y a après. Cette colonne ici, c'est le fichier. Donc pour info, ici, dans l'exemple qui nous intéresse, on va retrouver surtout des adresses Internet du club nautique de la marine brestois. À droite, vous notez que les fichiers, pour l'instant, on a quand même, à part ce fichier password ici, tout le reste, c'est des fichiers techniques. Hein. Et je sais, j'ai demandé à Abdelhakim tout à l'heure, en fait, il a été, au cours de la même journée, 5 fois sur le site. C'est tout. Mais en 5 fois, j'ai déjà 915 occurrences. Donc tout ça pour vous dire que même quand on tombe sur des gens prudents qui auraient effacé, par exemple, leur historique, qui auraient essayé de se cacher via de la navigation privée, c'est quand même assez puissant, puisque dans les fichiers techniques, on va retrouver l'ensemble des données, en fait. Voilà. Puis après, là, on va avoir la période cookie qui montre qu'il a été sur le site et tout ça. Voilà pour ce tour d'horizon des ordinateurs. Je vous propose de passer sur le logiciel pour les téléphones. Vous présenter. Alors, c'est un petit peu différent. Bon, le principe global est le même. Hein. On a de l'interprétation des données et après des filtres assez puissants. Sur les téléphones, c'est un petit peu différent puisqu'il va nous faire de la grosse catégorisation de données. C'est-à-dire que ici, donc là, j'ai une image d'un iPhone. Ici, quand je descends dans le sommaire de présentation du fichier, je vais avoir accès directement au nombre de contacts, de journaux d'appel, de matériel. Donc si je clique dessus, ça va me créer déjà des pré-filtres pour arriver directement aux données qui peuvent m'intéresser. Hein. Si je cherchais, je sais pas moi, juste un rendez-vous, donc j'irai voir directement dans Organiseur et j'aurai ça. Donc là, je vois que j'ai 188 entrées, donc 14 qui ont été effacées. En descendant un peu, ça m'amène encore d'autres images de filtres. Et ensuite, là, par exemple, on a toutes les applications du téléphone avec le nombre de fichiers qu'il y a dessus. Donc, par exemple, vous voyez ici, on a quand même des messages WhatsApp aussi. Donc, je vous propose de rentrer dans le téléphone pour voir ce qu'il y a. Oui, j'ai oublié de vous montrer aussi. Et tout en bas, on a la présentation du téléphone ici avec toutes les données techniques qui concernent le téléphone, dont le numéro email, qui est le numéro on pourrait dire que c'est un numéro de série de l'ordinateur, enfin de l'ordinateur du téléphone, pardon. On va avoir le numéro d'identification de la carte SIM, qui est son numéro de série, etc. Le nom du propriétaire, le fuseau horaire sur lequel il est réglé, ici c'est New York. Voilà. Donc c'est des informations somme toute un peu techniques, on ne va pas s'apesantir dessus, mais dans les investigations, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc ici, sur un téléphone, ce qu'on va avoir, donc je vais avoir ses contacts. J'en ai 187. Donc ici, il va m'afficher la liste des contacts. Et si je clique sur un contact, je vais avoir accès à l'ensemble des informations. Vous notez qu'on reprend même la photo qui a été attribuée au profil. Donc là-dessus, dans son contact, on va avoir accès à tout ce qui a pu être rentré par l'utilisateur. Par exemple, ici, on va avoir un email en plus. Donc on va passer pour l'instant des fichiers médias. Alors, j'ai oublié de vous préciser, c'est pas une image qui a été créée pour le cas. Hein. Ça, c'est l'éditeur du logiciel a eu la gentillesse de me donner un fichier de démonstration. Comme c'est un logiciel qui est très orienté force de l'ordre, on va voir tout à l'heure des choses qu'on n'a pas trop le loisir de rencontrer en investigation forensique. Donc dans les journaux d'appel, c'est pareil, hein, tout va être listé. On va pouvoir travailler sur les journaux d'appel. Sur les lieux, leurs lieux, ça va
Ça va tout simplement relever l'ensemble des coordonnées GPS, enfin des fichiers qui comportent des coordonnées GPS. Et je vous disais par exemple tout à l'heure que dans une image, on pouvait avoir automatiquement dans les métadatas des coordonnées GPS qui étaient rentrées, mais je vais pouvoir retrouver mes images là-dedans. Et je vais pouvoir retrouver l'ensemble des données qui enregistrent. Vous voyez ici, j'ai la latitude et la longitude. J'ai même une petite carte qui me permet de visualiser exactement où c'était. Donc là, en l'occurrence, c'était Los Angeles. Et je peux même lier des points entre eux pour retracer un itinéraire que je peux visualiser après sur une carte. Donc, vous voyez, j'ai quand même 1400 points GPS sur un téléphone. C'est assez énorme. Ça permet d'avoir une bonne idée d'au moins la région de l'utilisateur à un moment T. Bien sûr, on a aussi les messages. Alors, pour les messages, on va avoir différentes catégories. On va avoir les chats, on va avoir les emails, on va avoir les mises à jour de statut aussi. Ça peut être intéressant, mais même si l'intérêt est un peu limité. On va avoir les SMS. Donc, si je prends par exemple les chats, ça va. Alors, je vais l'afficher dans une autre vue. Là, j'ai tous mes messages qui sont envoyés indépendamment de l'utilisateur sur un ordre chronologique. Là, je vais demander à l'appareil, au logiciel, de grouper les messages en fonction des utilisateurs et ça va me permettre d'avoir un mode conversation, comme on voit ici, qui est beaucoup plus lisible et qui est beaucoup plus, qui est censé être plus lisible. Alors, ce mode conversation est assez puissant en plus, puisque non seulement il peut regrouper, alors là, en l'occurrence, des conversations de WhatsApp, mais si j'ai attribué à l'utilisateur de WhatsApp d'autres comptes sur Snapchat, sur un numéro de téléphone pour les SMS, etc., il va me les grouper dans la même conversation. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, puisqu'on a des utilisateurs qui conviennent d'un mode de communication pour nous empêcher de pouvoir remonter par conversation. C'est-à-dire que on pose une question par WhatsApp, on a la réponse par Snapchat. Puis après, ça part directement sur du SMS, etc. Et si on n'avait pas ce mode-là, en termes de revue, on aurait des messages dont on aurait du mal à comprendre la teneur, puisqu'on n'aurait pas l'avant et l'après. Voilà. Donc on récupère normalement aussi, bien sûr, tous les fichiers joints, on peut les avoir en visu. On va aussi aller voir, en fonction des enquêtes, l'organiseur, le calendrier. En fait, ça peut être très intéressant. Alors, quelle que soit l'application aussi, hein. Donc, on va avoir le calendrier, donc ça, c'est logique. On va avoir les notes. Alors, les notes, ça peut être très, très bien aussi, parce que là, quand je vous parlais de données personnelles, comme je disais, pas de données protégées légalement, on va rentrer un petit peu dans la tête de la personne, puisque là, on va avoir accès à ses brouillons et on va avoir accès à ce qu'il pense, en fait, un petit peu là-dedans. Donc ça, c'est intéressant, puis on a aussi les tâches à faire. Donc, je pense... Si. Bref, excusez-moi. Alors ensuite, un truc assez rigolo, je vous montre, mais je n'ai pas trouvé d'intérêt encore. On a les données de santé. Ce téléphone était relié à une Apple Watch et toutes les informations sont autorisées, sont enregistrées, donc on y a aussi accès. C'est-à-dire que là, on va voir les battements pas les battements du cœur, là on va voir les distances, on va avoir accès à tout ça. Bon, alors je vous accorde qu'en investigation, ça n'a pas trop d'intérêt pour l'instant. J'ai pas trouvé à quoi ça pourrait nous servir. Dans les informations de sécurité, on va avoir les comptes de la personne. Donc on a des photos de profil, donc quelles que soient les applications. Donc ça, c'est aussi intéressant. On va rentrer aussi sur les sites web. Alors les sites web, on va avoir les cookies qui vont nous servir à savoir quels sites ont été visités, mais on a aussi l'historique de navigation, indépendamment de l'application utilisée. Vous voyez là, c'est Safari, j'ai l'icône de Safari, donc le web a été utilisé par Safari, mais je vais avoir les mêmes sur Chrome. On va avoir accès aux formulaires, même si les formulaires, ça ne nous intéresse pas. Et donc, comme je vous disais, comme sur les ordinateurs, quand vous faites des recherches, c'est enregistré et c'est consultable. Et donc là, on voit les termes Mustang, Alpha, Cars, donc c'est
Je crois que l'exercice, c'était un groupe de bandits qui s'amusaient à voler des voitures. Donc, en l'occurrence, ça colle à ça. Si je vais voir dans Fichier, pareil, tout comme les ordinateurs, je vous disais, une revue d'image, c'est toujours très intéressant parce que on peut apprendre très vite ce qu'on va trouver dans l'ordinateur. Donc, comme là, on est sur un groupe qui est censé voler des voitures, on va avoir des voitures, on va avoir de l'argent, on va avoir de tout, en fait. Voilà, alors après, bon, je ne vous fais pas une présentation totale, mais bien sûr, ces logiciels-là sont capables de générer, en fonction des découvertes, des rapports techniques d'analyse qui vont recouvrir l'ensemble des données techniques de l'appareil, des gestes qui ont été faits, des recherches qui ont été mises. Et bien sûr, chaque élément découvert, comme une photo par exemple, sera localisé très précisément sur ou l'appareil pour les téléphones, ou alors l'image certifiée, l'image légale certifiée conforme qu'on a créée pour les ordinateurs, de telle sorte à ce que quand on aura une contre-expertise, si on part en justice, l'expert pourra aller constater directement la place physique précise des données de tout ça. Donc voilà pour ma démonstration. Je vois que j'ai dépassé encore une fois. Je vous prie de m'excuser. C'est un sujet où on pourrait parler très très longtemps. N'hésitez pas, j'ai pas pu répondre à toutes les questions, j'en suis désolé. N'hésitez pas, vous avez mon mail. De toute manière, je serai très heureux de répondre à vos questions. Voilà. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous le 16 mars, si ma mémoire est bonne, à 13 h, pour le dernier webinaire dans l'EHPAD d'un enquêteur, que j'aurai le plaisir de co-animer avec Maître Nicolas Brouck du cabinet Signature Litigation, où nous aborderons la dernière étape de l'enquête, donc l'entretien final avec le suspect, qui est une étape fondamentale de l'enquête en fait. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre temps, pour votre attention et pour l'ensemble de vos questions. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir.